Épisode numéro 89 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'épisode de la semaine. Que ce soit pour ceux qui nous écoutent en direct le mercredi 20h sur Facebook, sur X ou sur YouTube, ou que ce soit pour ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Bonjour et merci d'être là. Malgré la fin de la Série mondiale, évidemment, qui a pris fin au début du mois de novembre, Série mondiale qui a été évidemment très, très intéressante. Mais le monde du baseball roule 365 jours par année. Il y a des rumeurs à l'année longue pendant la saison morte. Et on est là, encore une fois, pour vous en parler. Charles-Alexis Brisebois à l'animation, Sébastien Berroir à mes côtés. Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. C'est quand qu'il passe, ce marché-là? Là? La semaine passée. Oui, il est parti, mais officiellement, là. Mais, tu sais, puis pour vrai, la question est bonne. Je sais que c'est déjà un joke, mais Oui. la question est bonne parce qu'on se le fait souvent demander. Puis, dans les faits, la date qu'il faut cibler, on dirait que ça tourne toujours alentour de ça. C'est les assises d'hiver au début du mois de décembre. Parce que de la façon que ça fonctionne, tu sais, au hockey, là, c'est le 1er juillet à midi, puis à 11h, on sait déjà où tout le monde s'en va parce qu'il n'y a définitivement aucun maraudage. Jamais. Dans le monde du baseball, il y a aussi du maraudage, mais ça prend plus de temps à installer la dynamique du marché des joueurs autonomes. Et Sébastien, logiquement, c'est les gros dominos qui tombent en premier parce que c'est des grosses dépenses. Et par la suite, les équipes peuvent s'ajuster, ajuster leur budget en fonction des joueurs qui tombent et quoi que ce soit. Donc, les gros joueurs sont un peu aussi conscients de leurs responsabilités. Oui, il y en a qui s'étirent un petit peu plus, mais tu remarqueras, tu sais, les Juan Soto l'an passé, les Shohei Ohtani il y a 2 ans, les gros morceaux vont signer au début du mois de décembre parce qu'ils savent qu'il y a des gars en arrière qui attendent. Et à un moment donné, quand tu as 4 équipes qui t'offrent 760 millions de dollars à un certain point, juste choisi. Tu n'as pas besoin de 2 mois non plus. Exactement. Puis oui, ils connaissent leurs responsabilités, ils connaissent aussi leurs valeurs, Ouais. ils connaissent, ils savent qu'ils peuvent étirer un peu. Il n'y aura pas de gros joueurs autonomes qui vont signer un 12 novembre comme aujourd'hui. Mais justement, au début du mois de décembre, c'est là que ça se passe. Tu en as nommé 2 gros. Je me rappelle Garrett Cole, il me semble de mémoire, c'était le 6 décembre. C'est tout le temps dans ces dates-là que les gros joueurs signent leur nouveau contrat. Il y en a certains que ça va s'étirer pour X raisons, puis qui peut-être vont se retrouver de l'autre côté avec un court contrat, avec des options de sortie. Ouais. Mais je pense que cette année, ça va être encore une fois au début du mois de décembre que tout va débouler. Sébastien, j'ai vu qu'il y a beaucoup aussi de rumeurs qui concernent les Blue Jays. Je propose qu'on aille directement dans le blog sur les Blue Jays et on continue la discussion. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Les Blue Jays de Toronto vont être, encore une fois, de pas mal toutes les courses. C'est le cas dans les dernières années. Moi, il y a un commentaire que j'ai trouvé quand même assez éloquent. C'est Scott Boras qui jasait aujourd'hui dans sa très attendue conférence de presse de la rencontre des DG parce que cette semaine, c'est la rencontre des DG et dans 1 mois, ce sera les assises d'hiver. Et Scott Boras, évidemment, qui est arrivé là, qui a fait 3-4 jokes par joueur. Puis écoute, il a parlé des Blue Jays, puis ce qu'il a dit, c'est écoute, c'est une belle organisation qui dépense beaucoup, puis on s'attend à ce qu'ils dépensent encore, puis blablabla, puis blablabla. Traduction de tout ça, Sébastien, ça veut dire les Blue Jays sont mieux de dépenser parce que moi, j'ai des clients à placer, puis les Blue Jays sont tout le temps de toutes les courses, que ce soit pour les placer là ou que ce soit pour utiliser les Blue Jays, j'ai besoin d'eux. Oui, Scott Boras ne se fermera pas de porte. On le connaît, là. Jamais. Toutes les portes qui sont ouvertes, il les laisse ouvertes, il s'en sert, il rentre dedans, il ressort, mais elle va toujours rester ouverte. C'est encore le cas cette année. Puis oui, les Jays sont de tous les dossiers, comme ce fut le cas par les années passées. Mais là, on ajoute une participation à la Série mondiale, on ajoute le sérieux de l'organisation. Si on se reporte l'hiver passé, durant la saison morte, tu sais, qui voulait aller jouer pour les Blue Jays avec la saison qu'ils venaient de connaître? On ne savait pas trop où cette organisation-là s'en allait. On a fait quelques ajustements. Ça a payé. On s'est rendu au 7e match de la Série mondiale en manche supplémentaire. Donc ça a une valeur. Puis on va peut-être être capable de finalement aller chercher les gros joueurs autonomes. On était de toutes les courses pour ces gros joueurs autonomes-là, mais on finissait toujours 2e. Là, peut-être qu'on va finir premier pour au moins un gros agent libre. C'est ça l'enjeu, c'est de savoir en ce moment
tu vois tous les joueurs qui ont dit on s'aime tellement, c'était le fun, on aimait ça jouer les uns pour les autres, on aurait aimé ça gagner la série mondiale pour le gars qui est assis à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, en avant, en arrière, peu importe. On sentait vraiment que les vibes étaient bonnes, là, vraiment du côté de Toronto. Ça peut être un aspect parce que tu le sais comme moi, dans le monde du sport, la victoire, ça cache bien des petits bobos. Mhm. Donc, si tu prends un club qui est prêt à gagner, tu prends un club où les joueurs jouent les uns pour les autres, tu prends un club qui a de l'argent, ben, c'est sûr que ça donne une recette peut-être plus attirante. Ça ne veut pas dire que Kyle Tucker et Beau Bichette et Framber Valdez et tous les Japonais du monde vont se présenter à Toronto, évidemment. Mais ça veut dire que théoriquement, du moins sur papier, leurs chances sont peut-être meilleures qu'elles ne l'étaient l'année passée. Certainement, certainement. Puis quand un de ces leaders-là, qui est le fer de lance de cet esprit d'équipe-là, t'appelle en tant que joueur autonome, ou si tu as déjà des affinités avec un de ces leaders-là, puis que là, tu as vu ça en œuvre durant la saison, mais certainement que ça a un poids, puis que tu peux attirer des joueurs qui peut-être par le passé n'auraient même pas pensé s'en venir à Toronto, auraient utilisé les Blue Jays comme levier pour essayer de faire monter les enchères. Mais là, peut-être qu'on va vouloir faire monter les enchères, mais on va penser sérieusement à terminer par choisir cette formation-là. Prenons les gros agents libres du marché. Le plus gros nom, c'est Kyle Tucker. Je ne sais pas s'il va signer assez bas Toronto, mais je ne peux pas croire que les Blue Jays n'ont pas de chance et je ne peux pas croire que les Blue Jays ne seront pas au cœur du dossier, considérant que pas plus tard que l'an passé, le club était prêt à donner plus de 700 millions de dollars à un voltigeur de droite. Donc, je ne peux pas croire qu'ils ne seront pas prêts à mettre de l'argent pour un Kyle Tucker, qui n'est pas Juan Soto. Évidemment, ce n'est pas à s'y méprendre, mais Kyle Tucker, c'est un joueur qui n'a pas vraiment de défaut. Il court bien, il joue bien défensivement, il a une certaine puissance, il est capable de frapper pour la moyenne. Il n'y a pas de grande carence dans son jeu comme, mettons, Juan Soto ou sa défensive ou quelque chose comme ça. C'est pas un aspect, c'est vraiment un five-tool player, là, le Kyle Tucker. Puis moi, je me dis, je regarde les Yankees qui s'imposent un budget plus bas que l'an passé et qui priorisent Cody Bellinger. Je regarde les Dodgers qui ne voudront pas nécessairement lui donner un contrat de 10 ans parce que, à l'exception de Shohei Ohtani, on aime toujours mieux donner aux agents libres des plus petits contrats, mais avec une bonne valeur monétaire. Kyle Tucker n'a pas l'air de vouloir ça. Déjà là, les Cubs ne voudront pas aller le chercher. On dirait que personne ne va aller jouer avec les Giants. Donc, tu regardes ça et tu te dis, ça ne veut pas dire qu'il va aller à Toronto, mais clairement, cette équipe-là a autant de chances qu'une autre. Là. Ah, non seulement autant de chances, pour moi, c'est les favoris en ce moment. Pour moi, s'il faut que je décide d'une équipe avec laquelle Kyle Tucker va poursuivre sa carrière, c'est les Blue Jays de Toronto. On dirait que tout pointe dans cette direction-là. On a un besoin. Ce n'est pas nécessairement la lacune principale, mais on a un besoin à cette position-là. On a l'argent pour le faire. On sait qu'on veut dépenser. On sait qu'on va devoir même augmenter notre masse salariale si on veut répéter nos exploits de l'an dernier. Puis c'est un joueur comme Kyle Tucker qui peut faire justement une différence dans ce rôle offensif-là. Pour moi, il pourrait se retrouver ailleurs. Mais si Kyle Tucker a une décision à prendre aujourd'hui, puis que les Blue Jays s'il y a l'offre qu'il veut de la part des Blue Jays, je pense que c'est là qu'il va terminer, l'équipe avec laquelle il va terminer. Aspect à ne pas sous-estimer, je pense pas que c'est l'aspect numéro 1, mais Kyle Tucker, c'est un gars de Tampa Bay. Les Blue Jays s'entraînent aussi à Tampa Bay, à Dunedin, mais c'est à côté, durant la saison morte au camp d'entraînement. Donc, peut-être que ça peut avoir un effet versus, mettons, les Dodgers de se déraciner en Arizona ou quoi que ce soit. Moi, il y a une équipe que je surveille bien gros dans le dossier de Kyle Tucker, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, Sébastien, et c'est aussi une équipe qui s'entraîne pas très loin à Clearwater. Pour moi, c'est les Phillies. Les Phillies, c'est aussi une équipe qui a vraiment besoin d'un voltigeur, plus que les Blue Jays, à mon avis. C'est une équipe qui a de l'argent, c'est une équipe qui a des trucs à se faire racheter, c'est une équipe qui doit dynamiser son attaque. Je sais pas, mais moi, là, si je suis Ross Atkins, je me dis, d'après moi, il y a Dave Dombrowski qui est en train de pousser pas mal fort l'autre bord en Pennsylvanie parce que je serais vraiment pas étonné. Je pense que les Blue Jays ont des chances, là, puis comme toi, je pense probablement qu'ils sont les favoris, mais je sors pas trop rapidement les Phillies de cette cour-là. Moi, jusqu'à temps qu'on me dise, c'est sûr qu'ils ne signent pas à Philadelphie, je vais les garder en tête. Ah, c'est sûr et certain. Puis on parlait d'un besoin chez les Jays, c'est beaucoup plus un besoin pour les Phillies. Ça fait plusieurs années qu'on cherche un voltigeur de cette qualité-là. On n'en a pas trouvé. On avait d'autres lacunes aussi à adresser. Il fallait s'occuper de l'enclos de relève. On le fait peut-être pas de la meilleure des façons. On est allé chercher un excellent releveur, mais ça n'a pas été suffisant au final.
mais on a quand même besoin d'un bâton de la part d'un voltigeur comme Kyle Tucker. Là, les Phillies, on le dit souvent, mais la fenêtre se referme. Donc, il faut commencer à penser à faire des grosses acquisitions. Peut-être que ça va être un contrat qui va mal vieillir, mais on doit le faire du côté des Phillies. On doit gagner dans les prochaines années. C'est là que ça se passe. Puis avec Dave Dombrowski, qui est en mesure de dépenser, qui l'a fait par le passé, qui ne se trompe pas si souvent que ça, ça se peut pas ça se peut qu'il soit dans la course, ils vont être dans la course, puis ça se peut qu'ils terminent avec Kyle Tucker, même si je continue de croire que pour le moment, les Jays sont en avance. Beau Bichette, évidemment, non polarisant du côté des Blue Jays de Toronto. Est-ce que tu crois présentement, on est le 12 novembre, il est 20h13. Est-ce que tu crois en ce moment aux chances de Beau Bichette de revenir à Toronto? Est-ce que ça penche plus vers le oui, vers le non? Comment tu vois ça? Je crois en ses chances, mais ça penche plus vers le non. Il a déjà reçu plusieurs offres. Il va continuer à en recevoir, pas seulement pour jouer à l'arrêt court, pour jouer au deuxième but, pour jouer au troisième but. Donc, il va y avoir une panoplie d'équipes qui vont être à la recherche de ce genre de joueur-là, qui est un joueur qui place la balle en jeu, qui est capable de tout faire offensivement. C'est un petit peu plus difficile défensivement, mais si tu as une équipe qui cherche un joueur de deuxième but, on l'a vu en série mondiale, il jouait sur un genou, puis il a fait le travail au deuxième coussin parce que c'est une position qui demande un petit peu moins qu'à l'arrêt court. Donc, non seulement tu vas chercher un excellent frappeur, mais un joueur qui s'améliore défensivement en changeant de position. Il va avoir plusieurs équipes à sa recherche. Puis je pense que les enchères vont monter à un point où les Jays vont se sortir, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce que ce n'est pas nécessairement un besoin criant quand tu peux placer Andrés Giménez à l'arrêt court. Donc, je pense que c'est là que ça va jouer, puis on va placer l'argent sur un autre joueur, peut-être sur Kyle Tucker ou sur un excellent lanceur, mais je ne pense pas qu'au final, Beau Bichette va poursuivre sa carrière avec les Jays. Mais tu as parlé un peu de c'est ça, Jiménez, que tu peux mettre à l'arrêt court. Moi, je pense que même si Beau Bichette revient, il faut que tu le mettes au deuxième but, mais ça, c'est un détail. Mais mettons qu'il revient, peu importe, tu as ces deux-là au milieu de l'avant-champ. S'il ne revient pas, Andrés Jiménez à l'arrêt court, Ernie Clement au deuxième coussin, Addison Barger au troisième but. Puis, allô, il y a un gars qu'on a oublié. Anthony Santander existe. Hein? On dirait qu'on. On l'a oublié, on le garde en tête, mais je veux dire, on l'a oublié pendant un bout parce qu'il n'a tellement pas joué et il n'a tellement pas été un facteur. Tu peux y aller avec ton avant-chat comme ça. Springer comme frappeur de choix, Anthony Santander dans la droite, Varsho au centre et Nathan Lucas dans la gauche. Tu peux évidemment aller chercher d'autres gars, mais je veux dire, même si tu ne vas pas signer personne, tu peux y aller de cette façon-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est idéal ou pas, mais si tu prends cet argent-là, et c'est là que tu as touché un petit peu à mon point, et que tu vas signer un lanceur. Pour moi, la priorité doit être sur le monticule pour les Blue Jays parce que Trey Savage, excellent, mais par la force des choses, va venir avec certains points d'interrogation. Jose Berrios vient avec des points d'interrogation. Et il a une option de sortie à la fin de l'année. Donc, s'il est bon, il s'en va. Ou du moins, il faut que tu tentes de le convaincre de rester. Et s'il n'est pas bon, il reste et pas plus avancé. Tu as Shane Bieber qui est en fin de contrat. Tu as Kevin Gausman qui est en fin de contrat. Donc, non seulement ça te prend un bon lanceur partant, idéalement gaucher, mais idéalement, il y aurait du terme aussi. Parce que si tu as 3 lanceurs partants qui s'en vont, Trey Savage, là, Sébastien, il est bon, là, mais il ne peut pas lancer 5 matchs sur 5. Là. Ça ne fonctionne pas. Non, exactement. Puis oui, il est bon, mais ce ne sera pas ce qu'on a vu toute la saison avec Trey Savage. Là. Il va connaître des passages à vide. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est un jeune lanceur qui va être excellent, mais il doit passer au travers une longue saison. Donc, il va falloir qu'il y ait d'autres lanceurs qui soient autour de lui, qui ajoutent de la profondeur à cette rotation partante-là. Donc, oui, si on a une priorité à adresser durant la saison morte, c'est sur la butte, autant dans la rotation que dans l'enclos. Hein, parce qu'on l'a vu en séries éliminatoires qu'on ne savait plus trop qui mettre dans des moments importants. Oui, on avait des partants qu'on pouvait mettre, mais si déjà ta rotation partante manque de profondeur, ben là, tu te retrouves dans le trouble. Donc, oui, il va falloir adresser ça aussi. On a un commentaire ici par rapport à Santander de qui on parlait. Santander ne nous a pas beaucoup aidé. Je n'y crois plus. Moi, je ne pense pas que les Blue Jays ont démissionné sur Santander. Il a signé un contrat de 5 ans. J'ai l'impression que les blessures, évidemment, l'ont affecté beaucoup en 2025. Ça a été une saison excessivement décevante pour lui. Mais c'est sûr, Sébastien, qu'on va lui donner sa chance. On n'en fera pas un joueur de banc à l'an 2 de son contrat parce que l'an passé a été miné par les blessures. C'est sûr que les Blue Jays misent sur le fait que hey, on s'est rendu jusque-là.
sans Anthony Santander, qui a été quasiment plus une nuisance qu'autre chose dans les faits en 2025. Est-ce qu'il est capable de remplacer la production de Beau Bichette si jamais on n'est pas capable d'ajouter un frappeur de premier plan de plus? Et si jamais on ajoute un frappeur, ben Santander s'ajoutera aussi et on le considérera là, un peu à la méthode des Yankees. C'est comme notre ajout durant la saison. Oui. C'est un peu cette mentalité-là. Mais moi, je pense que les Blue Jays n'ont pas le choix de le voir de cette façon-là parce qu'il va avoir un poste de régulier en début de saison. Je ne sais pas si ça va être comme voltigeur de gauche, comme voltigeur de droite, comme frappeur de choix, un mélange des trois, mais il va jouer sur une base régulière s'il est en santé. Oui, exactement. Puis ton point est excellent, s'il est en santé. Ouais. Ça a été ça toute l'année. Il n'a jamais été vraiment en santé, à l'exception du début de saison où ça a été très difficile. Mais ce ne sera pas facile gérer Anthony Santander l'an prochain parce que ce n'est pas une merveille en défensive. Puis on sait déjà que George Springer va occuper le poste de frappeur de choix de façon très, très régulière. Donc, il va falloir essayer de le cacher à des endroits où il ne nous fait pas trop mal. Si tu vas chercher Kyle Tucker, comme on mentionnait tantôt, tu ne te retrouves pas dans le trou parce que tu as d'excellents joueurs, mais ça va être plus compliqué de faire jouer Santander à ce moment-là. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que George Springer, par la force des choses, il aurait eu de la pression en 2026, même s'il n'avait pas connu une belle saison 2025. Mais là, les attentes ont monté et clairement, il a été frappeur de choix plus qu'autre chose. En début d'année, ça variait entre les deux. Et là, quand Santander s'est blessé, ça a été lui pas mal le frappeur de choix et il a très, très peu joué défensivement. Tu sais, les Blue Jays ont ramené Santander en fin de saison, en série. Il y avait de la difficulté, puis malgré tout, même s'il n'est pas bon défensivement, puis même s'il était rouillé, on l'a envoyé dans le champ extérieur pour garder Springer comme DH. Fait que moi, là, le message que j'ai perçu des Blue Jays, Sébastien, pendant les séries, c'est que George Springer, et c'est correct, mais il est rendu à une étape dans sa vie où il est frappeur de choix. Et une fois de temps en temps, OK, on va peut-être t'envoyer une fois ou deux ou trois ou quatre ou cinq par mois, peu importe, jouer défensivement, mais ce sera un bonbon plus qu'autre chose. À l'âge où tu es rendu avec les blessures que tu as subies, c'est comme frappeur de choix qu'on te veut. Donc, par la force des choses, ça te met de la pression parce qu'une production de frappeur de choix, il faut que ça matche. Il faut que tu justifies le fait que ouais, tu es frappeur de choix tous les jours, mon homme. Là. Oui, ça mène une pression supplémentaire, puis ça complique les choses pour le club aussi. On le voit chez les Yankees, c'est compliqué d'avoir Giancarlo Stanton seulement comme frappeur de choix. Ouais. On l'a vu quand Aaron Judge s'est blessé. Il y a des soirs que Stanton, on ne pouvait pas l'amener sur le terrain, ni comme frappeur de choix non plus. Donc, on perdait le bâton de Giancarlo Stanton. C'est ce qui risque d'arriver avec les Blue Jays à certains moments l'an prochain avec George Springer. Il y a des moments où peut-être le bâton de George Springer va être hors de l'alignement. Donc, il va falloir jongler avec tous ces éléments-là, puis ce ne sera pas nécessairement facile pour le gérant John Schneider. Il y a Mio ici qui nous demande, croyez-vous que les récentes performances des Jays font d'eux une destination intéressante? C'est sûr, comme on le disait tantôt, ça rend le club par la force des choses plus intéressant, puis ça risque de se refléter sur certains agents libres. Ceci étant dit, Sébastien, il y en a quand même qui vont avoir des conditions qui vont faire en sorte que Toronto, ça ne m'intéresse pas parce que je suis américain puis je veux jouer dans mon pays, ce qui est correct aussi. Là. Les gars sont agents libres, ils ont le droit de signer absolument où ils veulent. Puis pour moi, ça revient un peu à Beau Bichette dans le sens où on ne connaît pas les conditions pour lesquelles les rumeurs des dernières années l'amenaient ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'il veut jouer aux États-Unis? Si c'est le cas, les Blue Jays, à moins qu'il y ait une autre pandémie et qu'ils retournent jouer à Dunedin puis à Buffalo, ils ne peuvent pas grand-chose à cet aspect-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des frictions dans les négociations salariales? Si oui, puis que ça a effrité une certaine relation, ben ça aussi, on ne peut pas échanger grand-chose. Mais si les raisons, c'est que je trouve que c'est un club qui n'a pas assez de succès et je suis incertain de l'avenir de Vladimir Guerrero Jr., ça, c'est des aspects qui ont changé la donne aussi. Donc, ça peut être vrai pour Beau Bichette, mais ça peut être vrai pour un autre agent libre aussi. Parce que l'an passé, on parlait de Santander. Il a pris une chance de dire « Je pense que Guerrero va rester et j'espère jouer avec lui pendant 5 ans. » Là, il va jouer avec lui pendant 5 ans. Mais quelqu'un qui va signer dès maintenant, il ne signera pas plus long que Guerrero. Le Guerrero, il va tous les coucher, là, ceux qui vont signer cet hiver. Je te l'annonce, il va être là plus longtemps que tout le monde. Fait que ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant pour un agent libre de dire non seulement je joue avec Vladdy, mais je vais jouer avec Vladdy dans ce qui est pas mal son prime. Là. Oui, c'est de la stabilité. C'est ce que les Blue Jays n'avaient pas l'an dernier. Il n'y avait aucune stabilité. On ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Puis ça a été très difficile d'attirer des joueurs autonomes. Là, on a une stabilité. Là, on a des résultats qu'on a présentés sur le terrain.
Puis la classe de l'organisation, le fait que c'est une excellente organisation, ça, on le savait déjà. C'était déjà mentionné par les joueurs qui allaient rencontrer cette organisation-là, qui allaient visiter les installations. Mais là, tu ajoutes d'autres facteurs qui peuvent faire changer la pensée de certains joueurs, surtout pour des Américains. Question ici. La rumeur de Bichette qui choisirait les Yankees comme destination est-elle vraie? Ce serait une trahison. Il y a des chances que Bo Bichette signe avec les Yankees. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont bonnes ou pas. On sait qu'il aimerait jouer à New York. Est-ce que les New York, est-ce que ça veut dire les Yankees? Est-ce que ça veut dire les Mets? Est-ce que ça veut dire les deux? C'est une bonne question. C'est sûr qu'à un certain point, ça serait une trahison parce que tu vas chez un rival de division. On sait à quel point il y a une rivalité entre les deux équipes. On sait à quel point son bon ami Vladdy se lève la nuit pour détester avec une haine profonde et viscérale les Yankees. Même à sa mort, il les détestera. Ça a été établi. Ceci étant dit, regarde, je vais te sortir une phrase de Marc Bergevin. Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Tu sais, j'ai l'impression que dans le monde du sport, c'est ça pareil. Si le gars veut signer avec les Yankees, c'est sa chance de le faire. Puis si les Yankees veulent lui donner l'argent qu'il veut puis qu'il a le goût d'aller jouer dans le Bronx, il a le droit de le faire. Mais attends-toi à te faire ruer comme un chien, par exemple, mais que tu reviennes à Toronto. Tu sais, ça fait partie de la game. Puis s'il veut aller là, qu'il y aille. Puis si un joueur des Yankees qui veut signer à Boston, ben qu'il y aille. Tu sais, on l'a vu dans les dernières années. Aroldis Chapman, là, il a été longtemps avec les Yankees. Il est un joueur important avec les Yankees quand même, malgré tout. Puis ben là, il est bien content à Boston. Puis pour moi, dans le baseball d'aujourd'hui, la loyauté, elle vaut ce qu'elle vaut, dans le sens où les équipes peuvent t'abandonner super rapidement. Pourquoi les joueurs n'auraient pas le droit de faire la même affaire? Moi, c'est du point de vue du joueur que je défends. Mais c'est sûr que du point de vue partisan, ce serait tough là, pour Toronto de le voir aller à New York. Là. Ça, il n'y a aucun doute, ce serait tough. C'est sûr et certain. Mais si Jacob Ellsbury est passé des Red Sox de Boston aux Yankees de New York, je pense que Bo Bichette peut passer des Blue Jays aux Yankees. Puis s'il veut jouer à New York, selon ce qu'on peut entendre entre les branches, ben ça se peut que ça finisse comme ça. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il y a le choix des cadeaux en ce moment. C'est son droit. Il s'est mérité ce droit-là d'être un joueur autonome, de choisir sa prochaine destination. Donc, il va aller où il veut aller. Il va aller, bien sûr, où l'argent va être. Mais s'il y a deux contrats à égalité, mais il va choisir la destination qu'il préfère. Puis ça se peut que ce soit les Yankees. Samuel qui nous demande ici, est-ce qu'il y a encore une possibilité qu'il signe à Toronto? Oui. Définitivement. Là, il y a un monde où Bo Bichette pourrait signer. Nous, on pense qu'il est appelé à aller ailleurs, mais il y a un monde où il peut signer à Toronto. Puis dans les faits, tu le disais tantôt un peu quand on parlait de Scott Boras, lui non plus, il ne se coupera pas une possibilité. C'est pour ça que moi, les propos officiels de Bo Bichette qui dit c'est sûr que je suis intéressé à revenir, moi, là, des propos officiels, te dire comment je m'en fous. Penses-tu qu'il allait dire j'ai juste hâte de sacrer mon camp? Il n'y avait aucune chance qu'il dise ça. C'était sûr qu'il allait dire la bonne affaire parce qu'il ne se coupera pas Toronto, mais ça ne veut pas dire qu'il pense. Moi, j'aime bien mieux quand tu entends des affaires de coulisses de. J'ai parlé à un de ses coéquipiers, j'ai parlé à sa famille, j'ai parlé à Si, et il pense que ça m'intéresse, ça m'interpelle. Mais ce qu'il dit devant les Kodak. Les seuls propos officiels que tu peux croire, c'est ceux de Josh Chisholm Jr. parce qu'il dit tout le temps de la merde. Fait que tu le sais que ça va être. Ça, tu peux te fier à ce qu'il va dire, c'est la vérité. Mais pour le reste, pour la plupart des joueurs du baseball majeur, ce qu'ils vont dire dans les médias, comme les conférences de presse des gérants après les matchs. Il n'y a pas de déclaration incendiaire qui va sortir de là, puis il n'y a personne qui va se fermer des portes, surtout pas à un moment important comme quand tu arrives joueur autonome, comme c'est le cas pour Bo Bichette. Donc, c'est sûr qu'il se garde cette porte-là d'ouverte, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai qu'il veut vraiment rester à Toronto avec tout ce qu'on a entendu par le passé. Pour certaines raisons, c'était probablement légitime, pour d'autres, non, mais c'est des raisons qui lui appartiennent à lui. Richard, il amène un bon point ici. Si les Blue Jays voulaient le garder, il y avait juste à le signer avant. Puis dans les faits, c'est un peu ça. Si tu prenais les devants et que tu le signais avant, c'était une chose. Et si très clairement, il t'avait dit, mettons, il y a 2 ans, moi, il n'y a aucune chance que je signe à long terme, à la fin de mon contrat, je m'en vais, ben après, c'est à toi de prendre la décision de l'échanger où tu veux ou de le perdre comme tu veux. Donc, à moins que Bo Bichette a été vraiment chien puis qu'il ait dit j'ai l'intention de rester puis que finalement, c'était un mensonge puis qu'il n'a jamais eu l'intention de rester juste parce qu'il voulait écouler son contrat ici, à moins qu'il ait fait ça,
ben, c'est un peu la responsabilité des Blue Jays aussi. Là. Si on ne le voulait pas, échange-le aux Dodgers, puis ils vont le prolonger, je te l'annonce, tu n'auras plus d'impact. Ben, écoute, peut-être en série mondiale, là, mais échange-le pas dans la division, il y a des chances de signer ailleurs, puis merci, bonsoir, tu t'en es débarrassé. Fait que je suis d'accord avec Richard. Là, évidemment, comme je dis, on ne sait pas s'il voulait rester, mais c'est aux Blue Jays d'agir avant. Exactement. Si tu te rends à l'autonomie avec ton joueur, il faut que tu vives avec les conséquences. Puis, Ben oui. peut-être que Bo Bichette même a dit à l'organisation des Jays qu'il ne voulait pas rester, mais est-ce qu'on pouvait échanger Bo Bichette cette année? Je ne pense pas, avec la saison qu'on avait. Donc, peut-être qu'on a jonglé avec ces choses-là. Mais maintenant, on s'est rendu jusqu'au bout. Il faut vivre avec le fait qu'on peut perdre les services de Bo Bichette. La semaine passée, Ross Atkins a parlé aux médias. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de l'entendre parler de Jeff Hoffman. On lui a demandé est-ce que ça va être le closer la saison prochaine et il a dit ce qui est vraiment le fun avec Jeff, c'est qu'il n'est pas attaché à l'idée d'être closer. Il va faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Traduction, si on ne trouve pas personne, il va être notre closer. Si on trouve quelqu'un, il va manger de la merde. Et voilà. Mais tu sais, oui, manger de la merde, s'il se retrouve à mettre la table en 8e manche, c'est pas une mauvaise chose pour les Jays. C'est pas une mauvaise chose pour Hoffman non plus. Non. Donc, oui, si on trouve rien de mieux, ça va être Hoffman parce qu'en séries éliminatoires, on n'avait rien de mieux. C'est ce qui a fait que ça a été Jeff Hoffman avec... on le savait qu'il donnait des longues balles, que ça pouvait arriver qu'il en donne une dans un moment pas très opportun. Ça a été le cas. Il fallait vivre avec ce risque-là. Donc, on n'avait pas vraiment le choix durant les séries éliminatoires. Si on trouve rien de mieux, on n'aura pas le choix pour la campagne 2026. Mais si on va se chercher un releveur digne de ce nom, bien, c'est sûr et certain que tu mets Jeff Hoffman en 8e manche, tu mets ton closer en 9e, puis déjà là, ton enclos est beaucoup plus solide. Je suis curieux de voir ce qui va se passer parce que, tu le sais, les Blue Jays n'ont jamais eu de difficulté à sortir le portefeuille. Ça a été prouvé à maintes et maintes reprises. S'il y a quelque chose que cette administration-là ne fait pas quelque chose, c'est mettre beaucoup d'argent sur un releveur. Le plus gros contrat de releveur qui a été donné, c'est Jeff Hoffman, justement. Donc, tu sais, un closer, c'est tellement une position qui est volatile. Ça peut changer tellement rapidement. Tu peux être un releveur de l'année, puis 2 ans plus tard, ne plus être dans la MLB ou du moins ne plus mériter ta place dans le baseball majeur parce que ça peut changer vite. Donc, je ne m'attends pas à ce que les Blue Jays signent Edwin Diaz. Puis je ne m'attends pas à ce que les Blue Jays signent ces gros noms-là qui vont commander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on a le système de filiale pour aller chercher un closer dans une autre équipe. Donc, je pense qu'on va ajouter des releveurs, sans aucun doute, parce que sinon, ce serait un peu une catastrophe. Mais je ne sais pas si on va trouver un meilleur releveur que Jeff Hoffman et surtout si on va vouloir se le payer. Moi, c'est un doute que j'ai présentement. Je pense que ton doute est tout à fait légitime. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne le sais pas. Parce que, tu sais, oui, tu n'as aucune idée si ce releveur-là va être encore là dans 2 ans. Ouais. Mais si tu vas chercher un bras comme Edwin Diaz, tu t'attends à ce qu'il soit solide pour la majorité du temps. On sait que les releveurs, bon, ils ont des passages à vide eux aussi, mais avec l'expérience qu'Edwin Diaz a dans un gros marché comme New York, je pense qu'il pourrait faire le travail à Toronto. Ça nous a coûté une série mondiale. Je ne dis pas que la série mondiale est sur les épaules de Jeff Hoffman, mais si tu amènes un Edwin Diaz en 9e contre les Dodgers, je pense que le travail est terminé. Donc, est-ce que c'est la bonne stratégie d'ajouter des bras dont on n'est pas plus sûr? Là. Les bras qu'on a ajoutés dans l'enclos de relève des Jays, en séries éliminatoires, ça a fait patate. Donc, moi, personnellement, j'irais chercher un gros bras, un vrai releveur numéro 1. Mais comme tu l'as mentionné, c'est pas dans les habitudes de la maison. Non, exact. Je suis un peu... en fait, je suis pas mal de ton avis là, à ce niveau-là. 2 derniers petits trucs en lien avec les Jays. Après, on passe à autre chose. As-tu vu à quel point Vladimir Guerrero Jr. a été accueilli comme un héros en République dominicaine? C'est quand même cool à voir. Là. Évidemment, on sait qu'il est montréalais, mais donc on ne peut pas dire sa ville natale, mais disons la ville natale de son père est là où il a grandi. Là. De voir qu'on lui a fait un party comme ça, de l'accueillir. Évidemment, il n'a pas gagné la Série mondiale, mais pour cette petite communauté-là, de voir qu'un des leurs se rend jusque-là, il ne s'est probablement pas pointé là de l'été, là, dans les faits. Donc, la dernière fois qu'il s'est pointé là, il n'avait pas encore son gros contrat en poche. Là, il a connu des séries superbes. Il a mis son nom plus que jamais sur la map. Il a fait rayonner sa ville. Il a fait rayonner sa communauté, il a fait rayonner son nom de famille et probablement que de son 500 millions de dollars américains, il y en a un peu qui va être redonné à sa communauté là-bas. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool là, de voir qu'il a été honoré de cette façon-là, là, même si, évidemment, là, il n'a pas réussi à finir la job dans le match numéro 7.
Ça aurait été quoi s'il avait fini la job dans le match numéro 7? Je pense qu'il serait encore en train de festoyer. Ouais, Il n'aurait pas ça. arrêté. Il n'aurait pas dormi depuis ce moment-là. Non, Je pense c'est qu'il aurait fait extraordinaire. un Brad Marchand. Je ne sais pas, petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu l'anecdote, là, mais c'est Patrice Bergeron qui a compté ça. Là. Quand ils ont gagné la Coupe en 2011, Marchand il a célébré à Boston. Puis à un moment donné, c'est ses boss qui ont dit il va falloir que tu retournes en Nouvelle-Écosse puis que tu t'entraînes là, parce que là, tu as assez fait la fête. Là, retourne chez vous. Là, c'est assez. Je pense que Guerrero, ça aurait été ça. Oui, oh, oui, oui. Puis avec raison, tu profites de ces moments-là. Puis c'était des beaux moments avec la communauté de sa jeunesse, de revenir à ses racines. Il n'y a rien qui égale ça. Dans des moments comme ceux-là, c'est comme une coche de plus. Donc, il en a profité. Puis les gens là-bas aussi en ont profité. Là. C'est pas à tous les jours que tu peux vivre ce genre de moment-là. Il est aussi bien d'en profiter parce que Ernie Clement fêtait à Buffalo, c'est moins le fun. Pauvre gars. Excuse-moi, Rochester. Oui, c'est ça. La banlieue de Buffalo, c'est encore mieux. Bonjour aux gens de Buffalo. Oui, on les salue. John Schneider, dernier petit sujet. On a activé son option pour 2026. On va négocier avec lui à long terme. Écoute, je serais très, très, très étonné qu'on n'arrive pas à une entente, là, sincèrement. Là, je serais vraiment sur le cul qui arrive au camp d'entraînement et qu'il n'y ait pas une prolongation de contrat un peu plus à long terme. Finalement, John Schneider, qui a terminé deuxième dans la course au gérant de l'année. C'est Stephen Vogt là, du côté des Guardians de Cleveland qui a gagné. J'ai vu des gens à Toronto un peu crier au scandale. Ceci étant dit, quand tu remontes un 15 matchs et demi de retard et que tu gagnes ta division, même si la division est poche, là, on s'entend, que tu fais ça après avoir perdu Emmanuel Classé et Luis Ortiz, qui d'ailleurs sont dans le trouble jusqu'au cou plus que jamais. Là, c'est pas drôle comme situation. Je pense que tu le mérites aussi. Puis je pense que ce qu'il faut aussi clarifier, que peut-être que certaines personnes ont oublié, le vote se fait après la saison et avant les séries. Là. Ça compte pas. C'est un vote de saison régulière. Donc, je pense que si on vote mettons, la semaine passée, John Schneider est probablement unanimement le gérant de l'année. Sauf que on parle juste de saison régulière. Donc, pour moi, ce n'est pas un vol de penser que Stephen Vogt, à sa deuxième saison comme gérant, ça fait 3 ans qu'il ne joue plus et il y a déjà 2 titres de gérant de l'année derrière la cravate. Wow! Wow, certain. Puis j'avais écrit un texte avant la nomination du gérant de l'année en disant que Stephen Vogt méritait ce titre-là, sans rien enlever à John Schneider, mais tu fais cette remontée-là avec les moyens avec lesquels il l'a fait. On a une petite masse salariale, on n'a pas de vedette à l'exception de José Ramirez, on a perdu 2 gars pour des paris, l'ambiance ne devait pas être super dans cette organisation-là en milieu de saison. Malgré tout, il se retrouve à remonter la pente de cette façon-là. Puis il y en a qui vont parler de l'écart entre les Jays de l'an dernier de 74 victoires puis ceux de cette année. Mais il faut se rappeler que c'était John Schneider qui avait géré cette équipe de 74 victoires-là aussi. Donc, oui, il a changé le vent de côté, il a changé la barque, mais ça reste que c'était son équipe. Puis ça n'enlève absolument rien au travail qu'il a fait. Mais comme tu l'as mentionné, on ne tient pas compte des séries éliminatoires dans ce cas-là. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a pour les Blue Jays. Juste mettre ce petit commentaire-là ici. On parlait de Vlad tantôt. Il va probablement aussi être accueilli comme un sauveur l'an prochain au match d'ouverture. Là. Il l'a été en République dominicaine. Puis d'après moi, autant à Dunedin qu'à Toronto, il va être applaudi en masse. Là, puis ça va être très mérité. Ça fait le tour donc ce qu'on a pour les Blue Jays de Toronto. Passons à l'actualité dans le baseball majeur. À la surprise générale de personne, Tarik Skubal est le lanceur de l'année dans l'américaine. On a appris ça il y a 1 heure à peu près. Et juste avant qu'on rentre en ondes, on a appris à la surprise générale de personne que unanimement, Paul Skeens a été nommé le lanceur de l'année dans la nationale. On est tellement rentré flush, Sébastien, que je n'ai pas eu la chance de voir s'il y avait eu une meilleure réaction que l'an passé. Donc, j'ai pas hâte de finir le podcast parce qu'on a du fun. Mais j'ai quand même hâte de finir le podcast pour aller voir s'il y a une réaction et qu'est-ce que les réseaux sociaux disent de ça parce que ça m'amuse bien gros. Écoute, j'ai 26 votes de première place pour Skubal. Je suis un peu étonné que ce ne soit pas unanime, même si Crochet mérite quand même ses 4 votes, tant qu'à moi. Paul Skeens unanime. Christopher Sanchez unanime en 2e place aussi. Fait que c'est quand même intéressant. Je ne l'avais pas nécessairement vu venir, celle-là. Je m'attendais à ce qu'il finisse 2e, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse 2e avec 30 votes de 2e place. Mais écoute, pour ce qui est de Paul Skeens, là, tu lui dis la gang de la 2e année, puis il fait la quoi?
de casser. Il connaît pas ça. Il connaît pas ça. Il n'a pas l'air à connaître la pression. Non. T'sais, lui, il est là pour lancer, puis il lance. C'est ce que tu mets dans tes pneus, hein, la pression, je pense. Ouais, ben, on pourrait. Est-ce que dans un prochain épisode, on pourrait inviter Alec Manoa? Il pourrait nous en parler en long et en large de cette pression-là. Oui. Mais non, lui, Paul Skeens, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire d'autre que lancer, je pense. Il lance au baseball. Puis qu'il y ait de la pression ou non, il ne s'en soucie pas avec les résultats qu'on connaît. Donc, c'est pleinement mérité. Dans le cas de Tarik Skubal, même chose. Pour les deux, là, le 15 juillet, on aurait pu décider du Cy Young, puis ça aurait été ça. Oui, il y a eu Garrett Crochet qui s'est inséré un petit peu au mois d'août, là, quand il y a eu une séquence hors du commun. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment de course. Puis on l'a vu avec les résultats de ce soir. En fait, la seule peut-être course ou semblant de course qu'il y avait dans la nationale s'est éteint le jour où on a eu la notification suivante, la saison de Zach Wheeler est terminée. Mais même à ça, je pense que Paul Skeens aurait gagné le Cy Young. Il n'aurait peut-être pas gagné unanimement, ceci étant dit. Le dernier mois a fait mal à Wheeler, là, qui n'a pas fini évidemment dans le top 3. Mais ouais, non, les deux le méritent beaucoup. Ça, c'est sur le terrain, ça va. Hors du terrain, là, il y a des questions par rapport aux deux. Tarik Skubal, on joue au jeu des prédictions. Ce gars-là a des bonnes chances de signer un contrat de 400 millions de dollars dans un an. Probablement qu'il va devenir le lanceur le mieux payé. Considérons Shohei Ohtani comme un joueur, comme une licorne, là, pas comme un lanceur. Probablement qu'il va devenir le lanceur le mieux payé de l'histoire jusqu'à temps que Paul Skeens signe pour 500. Mais il va devenir à ce moment-là très, très, très bien payé. Ce ne sera pas à Détroit. Est-ce qu'en 2026, là, je repose la question, je pense que je te l'avais posée la semaine passée ou il y a 2 semaines, donc je te repose la question aujourd'hui. Il est où le 28 mars ou le 26, peu importe quand est-ce que la saison commence, 2026? Il est où le 1er août 2026 après la date limite? Puis il est où le 26 mars 2027 s'il y a une saison? Hey boy, OK, là, on a poussé la question un peu, hein? Ouais, non, moi, c'est moi qui fais mes propres règlements. J'avais juste soif, je veux te laisser parler. Oui, OK, prends ta gorgée. Bon, 26 mars 2026, je vais y aller avec Détroit. 1er août 2026, quelle question, tu sais, c'est comme en fait, la question, c'est Détroit ou ailleurs, mettons. Là, OK, ailleurs. OK, ailleurs, parfait. Ailleurs, okay, oui, ou ailleurs. Hey! Tu m'as pas aidé pas à tout, là. Moi, j'ai juste déconstruit la question. Je pensais que tu l'avais pas compris. Ça va avec les Dodgers, puis tu le sais. Oui, ben peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rendu là, Blake Snell va être blessé, puis on va aller chercher Tarik Skubal. Oui, c'est ça, exactement. C'est écrit dans le ciel. Ça. Oui. Puis pour la saison 2027? Ben, il ne sera pas à Détroit. Si ta question, c'est encore Détroit ou ailleurs, là, ça va être ailleurs, ça, on le sait. À quel endroit? Avec les Phillies de Philadelphie. Ah oui, hein? Oui. J'aime ça. C'est tout. Ce sera tout votre honneur. Non, c'est tellement difficile à prédire. Mais tu sais, tu as un Zach Wheeler dont on ne sait pas quel est son futur. Lui, il a dit qu'il allait prendre sa retraite. Est-ce que c'est dans 2 ans ou dans 1 an? Je pense que c'est dans 2 ans. Mais en tout cas, même si les deux se côtoient 1 an, je veux dire, il peut un peu prendre sa place. Oui, ça pourrait être ça. Puis on va en avoir besoin. Aaron Nola, c'est pas une jeunesse non plus. Non. On n'a pas une mauvaise rotation, mais il va falloir combler les pertes qui s'en viennent dans les prochaines années. Fait que j'irai avec ça pour le moment. Là. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là. Moi, ma prédiction, 26 mars 2026, Tigers. 1er août 2026, Tigers. Je pense que les Tigers vont être dans la course et qu'ils ne feront pas comme les Brewers, échanger leur gars en plein milieu d'une course aux séries. Je pense qu'ils vont le garder. Donc, ils vont faire comme les Angels? Oui. OK. J'ai l'impression que c'est ça. Une bonne stratégie, ça. Une excellente stratégie. On voit les résultats. Chapeau. Là. Oui, mais moi, je pense qu'ils se disent, on voit l'ouverture, l'américaine est relativement ouverte, on va essayer de percer vers la série mondiale. Je pense que c'est ça qu'ils vont se dire. 2027, les Mets. Je pense pas qu'il y a une équipe qui a plus besoin de Tarik Skubal que les Mets. Et je pense pas qu'il y a une équipe qui a les poches plus profondes. Ben, les Dodgers, là, mais je veux dire, entre les Dodgers et les Mets sont assez à égalité en termes d'on est capable de lancer de l'argent comme des caves. Puis je pense que les Mets... Il y en a une comme des caves, puis l'autre pas comme des caves.
Oui, non, on Ouais, s'entend. oui. Disons, utilisons le terme démesuré pour le commun des Oui, mortels. OK, parfait. Je voulais juste préciser, là. Oui, mais tu sais, Oui. pour le commun des mortels, même ce que les Twins font, là, c'est démesuré pour le commun des mortels, dans le fond. Oui. Mais Oui. on n'est pas là pour jaser philosophie. Bref, tout ça pour dire, je pense que les Mets, c'est l'équipe riche qui a définitivement le plus besoin de Tarik Skubal. Et si jamais il était changé à la date limite, je prédis les Mets. Puis si jamais il était changé cet hiver, je prédis les Mets aussi. Moi, je pense que ce gars-là est destiné à lancer avec les Mets de New York. Je sais que David Stearns n'est pas monsieur, j'aime donner des gros contrats à des joueurs un peu plus vieillissants. Tu sais, il n'est pas super vieux, mais il va avoir 30 ans quand il va signer. Mais je pense que Steve Cohen s'en fout un peu, puis c'est lui le Oui. boss. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même une tête au-dessus de l'épaule de David Stern qui prend les décisions à certains moments. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans un futur assez proche, on pourrait avoir Tarik Skubal avec les Mets et Paul Skeens avec les Yankees. C'est ça que tu me dis. Hein? tu lis dans mes pensées parce que c'est évidemment là que je m'en allais. On a parlé de Skubal, il faut parler de Skeens. Depuis qu'il a été repêché, qu'on sait qu'il va être échangé, là, on s'entend. Là. Non, même avant ça. Depuis que les Pirates ont gagné la loterie, qu'on sait qu'il va être, Oui. qu'il va être échangé un jour. C'est dommage, mais c'est ça. Ben, pas nécessairement, là, parce que quand ils ont gagné la loterie, on n'était pas sûr que c'était Skeens qui sortait. Il y avait Dylan Cruz à ce moment-là. T'as raison. Qui étaient les deux à LSU, si je ne me trompe pas. Donc, on n'était pas à 100% sûr que ça allait être, surtout avec les Pirates. Là. On s'entend que quand les Pirates ont un premier choix, tu ne sais pas où ça va aller. Non, c'est ça. T'as raison. Donc, je me reprends. Depuis le moment où on sait qu'il appartient aux Pirates. Et là, ce qu'on apprend de la part d'un ancien coéquipier de Paul Skeens, c'est que ouvertement, Skeens, dans le vestiaire des Pirates de Pittsburgh, disait à ses coéquipiers dans les dernières années, je rêve de jouer pour les Yankees. Je te le blâme pas. Mais non. tu joues avec les Pirates. Moi aussi, je voudrais sortir de là. Puis d'après moi, il doit rêver aussi aux Mets, puis aux Dodgers, puis aux Red Sox, aux Blue Jays, aux Giants. Je sais pas, à une vraie équipe de baseball, là, n'importe qui, mais ça ne m'étonne pas. Ben non. À part Vladimir, qui ne veut pas jouer avec les Yankees? Non, mais mais c'est ça. Premier point, tu veux sortir de Pittsburgh, puis tu veux gagner. Tu veux aller avec une organisation que tu sais qui veut gagner. Les Yankees, bon, on peut critiquer leurs décisions à plusieurs égards, mais c'est quand même une organisation qui veut gagner, qui dépense pour gagner. Peut-être pas assez pour certains, mais quand même, on est allé en série mondiale l'an dernier. Puis cette année, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais on a eu des blessures, dont celle de Garrett Cole, mais à chaque année, on est présent. Donc, Paul Skeens veut gagner, veut aller avec ce genre d'organisation-là qui, à chaque année, vont lui donner cette chance-là. Paul Skeens, il est à 4 ans de l'autonomie complète. Il est à 1 an du processus d'arbitrage. Donc, en 2026, pour l'année qui s'en vient, il n'est même pas éligible à l'arbitrage non plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit échangé cet hiver. Je serais quand même étonné qu'il soit échangé à la date limite qui s'en vient. Mais dans 1 an, j'ai l'impression que ça va commencer un peu plus. Je te dis pas qu'il va être échangé dans 1 an. Puis surtout, s'il y a un arrêt de travail qui s'en vient, les équipes vont peut-être attendre un peu pour que le prix baisse. Là. Fait que moi, en fait, même avec l'arrêt de travail qui s'en vient, j'ai l'impression que ça va aller une fois que le nouveau contrat de travail va arriver. Mais dans tous les cas, c'est un sujet qui ne va jamais mourir. Écoute, c'est peut-être pas le meilleur lanceur au monde parce que Tarik Skubal existe, mais le débat est clairement présent. Là. Tu me dirais que c'est Skeens le meilleur lanceur, puis je te dirais pas que tu es dans le champ. Là. Fait il va y avoir des rumeurs qui vont exister. Il va gagner excessivement cher. Et il est jeune. Il est jeune. Puis on l'a vu dans les dernières années, Sébastien. Pour faire de l'argent, il faut que tu signes jeune. Tu sais, pourquoi Juan Soto signe plus d'argent que Shohei Ohtani au total? C'est parce qu'il est 4 ans plus jeune. C'est pas parce qu'il est meilleur, parce que par année, il fait moins d'argent, mais c'est parce qu'il a signé un contrat de 15 ans au lieu de le signer pour 10. Puis Vladimir Guerrero Jr., il a signé pour 14 ans. S'il avait signé pour 10 ans, forcément, ce ne serait pas à 500. Donc, l'âge de Paul Skeens va grandement jouer en sa faveur. Puis je ne serais pas étonné s'il signe pour 500 un jour. Là. Ah non, certainement pas. Puis 50 fois 10, là? Oui. Ben oui. Et voilà, c'est réglé. On signe nous. Clause de non-échange, vêtements pour sa mère, puis pour sa blonde, mais ça va pas coûter cher. Oui, je pense qu'elle va être capable de s'y payer. Là. Oui. Je pense qu'elle va être correcte. Mais j'ai l'impression que c'est sa dernière année à Pittsburgh l'an prochain.
Je ne pense pas qu'il va être échangé cet hiver non plus, ni l'an prochain, ni d'ici la date limite des transactions. Il va terminer la saison à Pittsburgh, mais ce sera tout. Ce tour de piste à Pittsburgh va se terminer, selon moi, après la campagne 2026. Je n'ai pas l'impression que les Pirates vont se lancer dans le processus d'arbitrage. Puis si tu veux maximiser sa valeur avec 3 ans restants après la prochaine saison, mais ça va être le temps de t'en départir parce qu'on le sait que c'est comme ça que ça va finir. Fait qu'aussi bien y aller un petit peu plus tôt puis aller chercher tout ce qu'on peut chercher avec la valeur de Skeens. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que Ben Cherington, il va faire comme un gérant moderne, c'est-à-dire retirer son lanceur partant beaucoup trop tôt. Oui! Ça va avec l'air du temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Hey, d'ailleurs, Ben Cherington qui dit, tu sais, il s'est fait dire cette information-là, comme quoi qu'un joueur lui aurait dit que, Paul Skeens disait ouvertement qu'il voulait jouer avec les Yankees un jour. Premièrement, il doit avoir une méchante chasse aux sorcières qui va s'effectuer là-bas. Je ne sais pas pourquoi on dirait, moi je pense, j'ai dans la tête Isaiah Kiner-Falefa, parce que ça disait un joueur qui n'est plus là, qui a joué en 2024, en 2025. Il a parlé à un journaliste de New York. Falefa a joué à New York. Peut-être que je me trompe, là, puis peut-être que j'ai aucun rapport, mais moi, le nom que j'ai dans la tête, c'est IKF. Mais bref, peut-être que je suis dans le champ aussi. Là. Peut-être que quand il n'a pas pris son écart au 3e but, c'était à ça qu'il pensait. Tout ça pour dire. Oui. Quand Ben Cherington s'est fait dire ça par le journaliste, il a dit tu sais, je suis pas en accord avec ça, mais je comprends. T'es-tu lâche de dire je comprends? Dis non publiquement. Ouais, mais à la fois, ça se voit une flèche au propriétaire. Moi, je le vois comme ça. Je pense que Cherington a un petit peu les mains liées. Puis, je pense pas que Cherington, dans son rôle, il est très, très heureux là, d'avoir les mains liées comme ça. Peut-être que de temps en temps, bien, il en laisse aller une, puis il continue son bout de chemin. Je sais pas. Pour moi, c'est de la façon que je l'ai vu, parce que sinon, c'est assez imbécile. Ouais, je l'avais pas vu de même. C'est pas fou. Mais as-tu pensé à ça dans l'instant du moment parce qu'il s'est fait dire la nouvelle puis il s'est fait mettre le micro sur le nez? Mais c'est une bonne réflexion. Peut-être que. Mais d'après moi, il pense à ça tous les jours. Fait que quand il y a eu l'occasion, ça a sorti. Bon point. Puis ça avait plus l'air d'un potin dans les derniers mois, mais là, c'est une information qui est intéressante. On va se rappeler que sa blonde Lévi Dunn s'est acheté un appartement à New York aussi. Donc, c'est une information à ne pas négliger. Ces détails-là peuvent être plus importants qu'on pense quand même. Oui, ben oui. La vie de famille, c'est. Des fois, on a tendance à le négliger là, en tant que partisan ou analyste. Mais pour le joueur, c'est très important. Assurément. Scott Boras est allé faire le clown devant tout le monde, comme il y en a l'habitude de le faire. Moi, d'un côté, à chaque fois que je lis ça, puis là, je savais que c'était sa conférence de presse, puis là, je défilais Twitter, puis je me disais, sur quelle petite pépite on va trouver. Puis c'était un mélange de ta gueule, puis de, elle est quand même bonne. Moi, celle qui m'a fait le plus rire, Sébastien, là, c'est quand il parlait de Dylan Cease, puis qu'il a dit, contrairement à un autre Dylan très, très, très connu, lui, son stuff, il est 100% électrique. Je l'ai trouvé exceptionnel. Ça veut rien dire, mais j'ai trouvé ça incroyable. Ça veut rien dire, mais le gars, il a du fun. Il est là pour s'amuser. Il est plein aux as. Il a le contrôle à peu près sur tout dans le baseball majeur. Fait qu'il donne son show. Oui, c'est ça. Une que j'ai trouvée aussi pas pire, puis c'est celle quand tu parlais d'Alex Bregman et qui a parlé d'un Brexit. J'ai trouvé ça audacieux. Mais, il y en demeure pour moi que c'est un sujet important parce que Alex Bregman, on ne le sait pas s'il va revenir à Boston parce que c'est pas une priorité nécessairement d'aller chercher un joueur de 3e coussin. Tu peux très bien dire à Marcelo Mayer, tu t'en vas au 3e but, puis à la place, on va signer un joueur de premier but. Là, on s'entend que les Red Sox, ils veulent avoir Alex Bregman, puis c'est normal. Mais qu'est-ce que je disais l'an passé? Je disais, ce gars-là, je pense que c'est le contrat qui va le moins bien vieillir, à part celui de Juan Soto qui est un peu hors concours. Là, mais... Puis finalement, ça n'a pas été le cas parce que c'est un contrat à court terme. Mais je pense encore qu'il y a un monde où le contrat de ce gars-là cette année peut mal vieillir. Donc, si tu décides d'aller chercher du renfort ailleurs, Pete Alonso, un autre gars dont le contrat pourrait mal vieillir, mais ça, c'est un détail. Si tu vas chercher Pete Alonso, puis que tu installes Marcelo Mayer au 3e coussin, ça se peut que ce soit un monde où les Red Sox soient satisfaits si tu vas te chercher aussi d'autres éléments, dont, mettons, un lanceur numéro 2 ou quelque chose comme ça. Mais ça se peut que ce soit ça la stratégie des Red Sox si jamais Alex Bregman est trop gourmand, ce qui est possible.
Ouais, ce qui risque d'être le cas. Là. Il l'était l'an Ouais, dernier. Là, il se sort de son contrat avec une excellente saison. Je ouais, pense que ça va être encore le cas. Pour moi, à moins que ce soit des chiffres faramineux, ce serait une erreur pour les Red Sox de le laisser aller. Je pense que sa présence dans le vestiaire ouais. a changé cette équipe-là. Ça aurait été quoi sans Alex Bregman avec les frasques de Tristan Cassis, de Raphaël Devers en 2025? Ça aurait été une catastrophe. Et pourtant, ce club-là s'est relevé. Je ne dis pas que c'est entièrement la faute d'Alex Bregman, là, que c'est lui qui a porté ce club-là sur ses épaules, mais on le sait que c'est un leader, on le sait que c'est un mentor pour les jeunes, puis les Red Sox sont un jeune club. Donc, je pense que sa présence dans le vestiaire des Red Sox est très importante, mais là, il va falloir prendre des décisions à un moment où les négociations vont augmenter, puis les enchères vont monter aussi. Tu vois, puis comme je l'ai dit l'an passé, j'étais le premier à dire son contrat va mal vieillir. Je pense encore que son contrat va mal vieillir, mais je pense que dans la position où sont les Red Sox, tu es un club riche, prends la chance que son contrat va mal vieillir, puis signe-le parce que tu l'as dit, il a tellement été important, il a changé la culture là-bas. Tu sais, oui, il a triché à Houston, mais il a gagné à Houston, puis il sait comment se rendre loin en série, puis il sait comment aider les jeunes, puis il a pris le contrôle de ce vestiaire-là, puis on a échangé Raphaël Devers pour y finir par donner cet argent-là. Fait qu'il faudrait peut-être y donner cet argent-là. Oui, Ça, c'est un aspect qui est quand même important à considérer dans tout ça. ouais, puis il va en rester. C'est ça l'affaire, Ben il oui, va il en va en rester. rester. Fait qu'on va pouvoir adresser d'autres lacunes, peut-être pas complètement, mais je pense que si on solidifie cette position-là avec un Bregman, ensuite on peut faire les ajouts nécessaires. Ben oui, puis t'es les Red Sox de Boston, t'en as de l'argent. Oui, mais tu ne veux pas la dépenser par contre. Non, c'est ça. C'est ouais, très surprenant. Tu sais, on parlait des Pirates, à certains égards, on peut comprendre, là, on a moins de revenus, mais les Red Sox de Boston, là, ça, c'est totalement incompréhensible. Les Red Sox puis les Cubs, là, moi je réitère, Oui, comment ils oui, sont pas dans la course pour Kyle Tucker? T'as donné oui, 21 ans de baseball avec des jeunes pour aller oui. chercher Kyle Tucker un an, ce qui était une bonne décision, tant qu'à moi, dans le sens où il fallait que tu pousses. Mais là, continue. Là. T'étais là. Tu le savais qu'elle allait coûter cher. Puis tu sais quoi? Il va coûter encore moins cher qu'on pensait parce qu'il s'est blessé en deuxième moitié de saison. Ben, capitalise là-dessus. Mais bref, ça, c'est Je suis entièrement d'accord. Je ne comprends pas ce qui se passe à Chicago. un autre débat. Oui. Question ici. On s'enlignait justement vers ce joueur-là, donc j'en profite. À quel endroit croyez-vous que Cody Bellinger va aller? Je pense qu'il va finir par retourner avec les Yankees. Ouais. C'est la priorité des Yankees durant la saison morte. Puis on a vu son importance. C'est un joueur qui peut tout faire. Scott Boras l'a dit, c'est un five-tool player. Donc, il peut tout faire sur un terrain de baseball. Les Yankees n'en ont pas beaucoup, des joueurs comme ça. Non. Puis ça, tu sais, il n'a pas remplacé Juan Soto, mais il a comblé ce vide-là beaucoup plus qu'on l'aurait pensé. Donc, il est vraiment important. Oui, ça reste un frappeur gaucher, puis on en avait déjà beaucoup chez les Yankees, mais quand même, sa présence dans l'alignement offensif. On parlait de Bregman là, il y a quelques minutes. C'est un peu la même chose. Tu ramènes Bellinger, puis tu ajoutes des pièces par la suite. Je pense que la perte de Bellinger ferait très mal aux Yankees, même si on irait chercher quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, encore une fois, je vais te dire la même équipe que je surveillais pour Kyle Tucker. Je vais surveiller les Phillies. Parce que les Aussi, Phillies, ouais. surtout, tu peux le mettre aux trois. Tu sais, ils ont besoin d'un voltigeur de centre, ils ont besoin de peu importe. Tu peux le mettre où tu veux. Puis les Yankees en ont profité cette année du fait qu'ils pouvaient jouer partout. Ah, on le met au champ centre, parfait. Ah, on amène Trent Grisham, on va y envoyer finir la game dans la gauche. Ah, Aaron Judge est blessé, on l'envoie dans la droite. On l'a vu jouer aussi un peu, pas beaucoup, mais au premier coussin. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis je pense que les Phillies pourraient en profiter aussi. Donc, moi, j'ai l'impression, en fait, là, que regarde ce qui va se passer. Cody Bellinger va laisser Kyle Tucker signer, puis il va regarder tous ceux qui se sont retrouvés les mains vides, puis il va envoyer Scott Boras faire toc, toc, toc. Bonjour, j'existe encore. Il n'aura même pas besoin de l'envoyer. Scott Boras sait ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça qui va arriver. Là. On Ouais. s'entend. Si Kyle Schwarber ne revient pas avec les Phillies, ce sera pour moi une situation à la Freddie Freeman qui n'est pas revenu avec les Braves d'Atlanta. Es-tu d'accord? Oui, c'est semblable. Oui, ta comparaison est bonne. Mais Par contre, ben oui, c'est ça, on va le souligner là, pour les fois que ça arrive. Non, mais je vais rebondir sur ton point. On entendait parler des Blue Jays dans ce dossier-là quand c'est Ross Atkins, si je ne me trompe pas, qui évoquait l'idée d'amener un DH à temps plein chez les Jays.
je ne sais pas si c'est juste moi, mais moi, je ne comprends pas. Là. Moi, je vois dans aucun cas Kyle Schwarber arriver avec les Blue Jays. Cal Tucker va arriver avec les Jays bien avant. On se mettrait tellement dans le trouble, pour ma part, à amener un Kyle Schwarber, de jongler avec George Springer, Anthony Santander et Kyle Schwarber. Puis Vladdy a besoin de ses journées une fois de temps en temps. Exactement. Aussi. Puis tu vas avoir le bâton de Vladdy. Oui, tu peux lui donner une journée de congé, mais tu perds son bâton. Tu veux l'avoir comme frappeur de choix. Moi, je ne vois pas une avenue où Kyle Schwarber se retrouve à Toronto. Non, moi non plus, j'y crois pas. Je serais vraiment, vraiment étonné. Un club qui mise tant sur la polyvalence défensive, de signer Schwarber dans ces circonstances-là, j'y crois pas. Puis là, tu sais, Schwarber, c'est ni la polyvalence, ni la défensive. c'est ni les deux ensemble. Il n'y a rien de tout ça. Ouais. C'est juste énormément de coups de circuit. oui, comme premier frappeur. Oui, c'est ça. Oui. Ça a été une drôle de saison pour les embauches de gérants. Ça a même poussé Joe Maddon à trouver que l'embauche de, de Tony Vitello chez les Giants était une insulte envers ceux qui font leur classe chez les professionnels et qui attendent leur tour. Évidemment, Joe Maddon qui est juste frustré que la game ait changé, là, mais ça, c'est un autre détail. Là. Je pense pas qu'il a complètement tort, mais c'est le meme là, du vieux bonhomme qui crie après les nuages là, dans les Simpsons. Là. Ça a l'air d'être ça. Là, comme reviens-en. Là, genre, t'es plus outillé pour le baseball d'aujourd'hui. C'est correct, t'as eu ta run, t'as été excellent, mais tu peux passer à d'autres choses. Merci, bonsoir. Là. Ceci étant dit, pour moi, la plus grande des surprises, c'est Paul DePodesta, qui est de retour dans le baseball à la tête des Rockies du Colorado comme président des opérations baseball. Paul DePodesta, ça, c'est celui que Jonah Hill interprète dans le film Moneyball. C'est le seul qui n'a pas voulu donner son nom. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Paul DePodesta dans le film. Je me souviens même plus de son nom, d'ailleurs, dans le film, mais bref. Il a été brièvement DG des Dodgers il y a 20 ans et c'était la dernière fois qu'il a été à la tête d'une organisation de baseball. Il a fait des bons trucs à Oakland. Il a fait des bons clubs au développement des joueurs avec les Mets. Dans les 10 dernières années, il a été chez les Browns de Cleveland où les fans des Browns n'étaient plus nécessairement satisfaits de son travail. Là, rappelle-toi toute la saga de Sean Watson qui est une des pires transactions de l'histoire de la NFL. Et là, quand tous les finalistes des Rockies du Colorado pour le poste de président des opérations baseball disent « Ouais, finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Merci, bonsoir, au revoir. » Et qu'on songe à engager un gars qui a lancé cette année dans le baseball majeur, on se tourne vers qui? Le gars qui n'est plus dans le baseball depuis 10 ans, qui n'a pas dirigé une équipe de baseball depuis 20 ans, puis on lui dit « Tiens, mon homme, prends la tête des Rockies du Colorado. » Ben, tu vois, les commentaires de Joe Maddon, pour moi, ça, c'est bien plus insultant que la nomination à San Francisco. Ça, pour moi, ça, c'est insultant. Puis, je pense qu'il est meilleur au baseball qu'au football, là, parce qu'on a vu ce qui est arrivé avec les Bruns dans les 10 dernières années. Là, c'est les Bruns, là, ça reste les Bruns, mais bon, ça ne s'est pas bien passé. Puis là, il revient. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de faire le travail, mais je pense qu'il y aurait des gars qui auraient pu prendre ce poste-là. Puis oui, il y en a qui n'en ont rien voulu de ce poste-là, ce qui a fini par résulter de la nomination de DePodesta. Mais est-ce que ce gars-là peut vraiment faire le travail avec les Rockies? Je ne suis pas très sûr. Puis ce genre de nomination-là, ça fait très, très Rockies. Quand tu hésites entre Adam Ottavino puis lui, puis que finalement, tu n'as pas vraiment le choix d'y aller avec lui parce que Adam Ottavino ne peut pas être ton président des opérations baseball. Là, okay? Il lançait des balles, là, cette année. Ça fait très, très Rockies. Mais j'espère qu'il va s'engager un bon DG parce que moi, j'ai l'impression que ça va vraiment être une dynamique de je connais moins le baseball qu'avant. C'est vraiment comme un gars de baseball en tant que tel que moi, je vais te donner la direction que je veux puis on va moderniser les stats avancées puis ci puis ça. Puis toi, va chercher les joueurs en tant que tel selon la direction que je te donne. J'espère que ça va être ça, puis qu'il va travailler en étroite collaboration avec un éventuel DG parce que, tu sais, écoute, là, j'ai lu une entrevue de lui où est-ce qu'il a été questionné sur 2 de ces beaux jeunes joueurs qui ont été repêchés en première ronde dans les dernières années. Il y a évidemment Ethan Holiday cette année et le nom m'échappe de leur premier choix l'an passé. Puis il dit, tu sais, même si j'étais dans le football, je les connaissais. Puis c'est comme, j'espère que tu es rendu président des Rockies. J'espère que tu connais Ethan Holiday. C'est pas un brag autant que tu penses. Là. Non, c'est ça.
Puis comme tu dis, j'espère qu'il va bien s'entourer parce qu'il risque d'avoir l'air fou s'il ne le fait pas. Oui. On va cibler ses lacunes, puis ces lacunes qui sont... C'est sûr que tu as des lacunes quand ça fait 10 ans que tu n'es pas dans le baseball majeur. Même si tu continues à suivre ça, tu étais dans une organisation de football, donc tu te concentrais sur le rôle que tu avais dans cette organisation de la NFL-là. Là, tu arrives, tu as perdu 10 ans, entre guillemets. Il y a un 10 ans qui te manque. Là. La plupart des dirigeants dans le baseball majeur, ils ont ces 10 années-là derrière la cravate. Lui, il ne les a pas. Donc, tu n'as pas le choix de t'entourer. On parlait de certains gérants. Pour toi, ça a été quoi l'embauche la plus inattendue chez les gérants? Est-ce que ça a été justement un Tony Vitello chez les Giants? Est-ce que ça a été un Craig Stammen chez les Padres? Est-ce que tu vois plus Butera chez les Nationals, qui a 33 ans seulement? C'est le plus jeune gérant depuis plusieurs décennies à être nommé. En fait, j'ai envie de te dire, peu importe la réponse, ça a tout été des surprises, là, mais pour toi, il y en a une qui ressort du lot un peu plus? Ben moi, Butera, qui a 5 ans de moins que moi, là, ça achète le pommier un petit peu. Là. C'est juste personnel. Oui, exactement. Je m'en cache pas, mais c'est très, très jeune. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai aucun doute qu'il est capable de faire le travail, mais c'est une autre paire de manches de le faire dans le baseball majeur. Ça va vite. Il y a 36 000 dossiers à gérer. Puis pour lui, il va un petit peu apprendre sur le tas. Oui, il l'a fait par le passé, mais c'est une grande responsabilité qui est mise entre ses mains. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le président des opérations baseball qui a été embauché du côté des Nationals, pas vieux non plus, puis il n'y a pas d'expérience dans cette chaise-là. Donc, tu prends deux personnes qui n'ont pas d'expérience dans cette chaise-là. Ça complique quand même le dossier, surtout que les deux sont dans la trentaine. Donc, ça j'ai hâte de voir la dynamique qu'il va avoir là-bas. J'entendais beaucoup d'informateurs, Duncan Rosenthal, qui frappait beaucoup sur le clou de... On a vu à quel point ça peut prendre quand même plusieurs années s'installer comme gérant. Regarde John Schneider là, qui a géré pendant des années dans le baseball mineur, dans le baseball affilié. Puis malgré tout, ça lui a pris comme 4 ans dans le baseball majeur avant de vraiment comme retrouver son équilibre. Puis c'est vraiment cette année qui a un peu plus fleuri en tant que gérant. Là, tu prends un Craig Stammen qui n'a jamais géré. Il y a de la pression. Là. Tu t'en vas à San Diego. Là. Ils ne sont pas là pour perdre là, avec tout l'argent qui a été investi. Donc, à certains égards, c'est vrai que ça va tourner vite. C'est vrai qu'il y a certains candidats que, même si on peut moins en aimer certains, mais mettons, Brandon Hyde, il a cette expérience-là. David Ross, il a cette expérience-là. Puis je fais juste te nommer 2 noms, j'aurais pu t'en nommer plein d'autres. Joe Madden, il a cette expérience-là. Mais il y a plein de noms comme ça qu'on pourrait te nommer que c'est sûr que s'il y en a qui ont une formation avec beaucoup d'attentes et que ça ne fonctionne pas, ben on va se poser des questions parce qu'il y en a qui n'auront pas le temps d'avoir le temps. Peut-être qu'à Washington, on va avoir le temps. À San Diego, à San Francisco, non, on n'aura pas le temps. Non, c'est vrai. Tu mentionnes Brandon Hyde, oui, il a plus d'expérience, mais il n'a pas fait le travail. Donc, on avait des choix à faire. Ouais. Est-ce qu'un plus jeune peut amener quelque chose qu'on n'a pas eu, peut changer la culture d'une organisation? Oui. Est-ce que ça va aller dans la bonne direction? Ça, on ne le sait pas. Il y a juste l'avenir qui le sait. On va voir avec le temps s'il y a un risque. C'est un risque probablement calculé. Je pense qu'on a fait nos devoirs du côté de ces organisations-là. Puis ton point est excellent. Il y en a qui ont le temps, quoique les Nationals ont de moins en moins de temps. Là. Il va falloir qu'on arrive à destination tôt ou tard. Mais oui, les Padres, il faut qu'on gagne, même si on va probablement baisser la masse salariale. Il y a peut-être des vedettes qui vont être échangées. Donc, est-ce qu'on est en train de changer un petit peu la culture, puis on s'en va dans une autre direction, puis on veut y aller avec un autre genre de dirigeant? C'est peut-être vers là qu'on s'en va, mais les prochaines années vont nous en dire plus. Tu parles de masse salariale chez les Padres de San Diego. On s'entend que Manny Machado ne sera pas échangé. On s'entend que Yu Darvish ne peut pas être échangé. On s'entend qu'Alexander Bogaerts, il n'y a aucune chance que quelqu'un veuille de ce contrat-là. S'il y a quelqu'un qui est échangé, c'est-tu le voltigeur de droite qui a été pris pour dopage il y a une couple d'années, qui a redoré son blason puis que son contrat vaut la peine en ce moment? Oui, mais le point il est là. Son contrat est quasiment une aubaine en ce moment. Avec les contrats qui signent, ça n'a plus aucun bon sens. Puis lui, il a signé, au moment où il a signé son contrat, c'était faramineux. Mais là, ça devient une aubaine. Un joueur polyvalent qui est encore jeune, là, puis qui a connu une très bonne saison. Fernando Tatis,
pour moi, c'est la plus grande valeur de cette formation-là. Si on veut baisser cette masse salariale-là comme on l'entend, on entendait que ça allait être fait cette année, ça n'a pas été fait, donc on s'attend à ce que ça se fasse cet hiver l'an prochain. Si on veut aller chercher des jeunes espoirs qui ne coûtent pas trop cher, ça va être probablement Fernando Tatis qui va être sacrifié. Sébastien, dernier sujet que j'ai sur ma liste. J'ai passé l'épisode à lier tout le monde aux Phillies de Philadelphie, fait que je vais continuer à le faire. Il va avoir une méchante équipe, eux autres. Non, c'est pas un joueur, là. Oh. Don Mattingly. Oui. Don Mattingly qui est... écoute, je ne suis pas surpris qu'il ait quitté les Blue Jays parce qu'il était en charge des frappeurs. Il était en charge de gérer le coach des frappeurs. Ça ne marchait pas pantoute, puis on lui a dit, regarde, on va t'enlever cette responsabilité-là. On va juste te laisser coach de banc comme avant, puis ça va être ça, merci, bonsoir. Puis sous David Popkins, ben, tout le monde est content, puis ça va bien, puis c'est-tu le meilleur frappeur entraîneur des frappeurs que le club a jamais eu, puis blablabli. Fait que je ne suis pas complètement étonné que Don Mattingly ait décidé de s'en aller à la fin de l'année, puis je pense que c'est correct aussi. Et là, tu te retrouves du côté de Philadelphie, on cherche potentiellement un entraîneur de banc. On parle beaucoup de Dave Dombrowski, qui est le président des opérations baseball, mais sous lui, il y a un DG qui s'appelle Preston Mattingly. Et Preston Mattingly porte le même nom de famille que Don parce que c'est son fils. Fait que moi, la coïncidence. Encore une coïncidence. On en a parlé il y a quelques semaines. Là. C'est fou. C'est fou. Moi, là, la coïncidence, là, je crois toujours à ça. Oui, je pense qu'il y a, tu sais, l'expression il n'y a rien pour rien. Moi, je pense qu'il y a tout pour tout. Là, oui, c'est ça. mais sans farce, je ne serais pas étonné que Don Mattingly se trouve du boulot à Philadelphie. Je ne serais pas étonné non plus. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Ton point est excellent. Il a quitté pour certaines raisons qui, probablement pour lui, sont les bonnes. Ce n'était pas nécessairement une situation idéale à Toronto. Je pense qu'il était quand même heureux dans ce rôle-là, mais c'était peut-être pas nécessairement ce qu'il voulait lui-même. Donc, il a quitté après avoir fait cette run-là jusqu'à la fin de la Série mondiale. Puis là, il risque de se trouver une nouvelle destination. Et Philadelphie va être dans le top de la liste. Assurément. Sébastien, ça met fin à ce qu'on avait pour le podcast. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont été là en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et qui nous ont posé vos questions sur la saison morte qui, pas qui s'en vient, mais qui est commencée avec la rencontre des directeurs gérants qui bat son plein présentement dans le baseball majeur du côté de Las Vegas au Nevada. Donc, c'est ça. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube pour ceux qui nous écoutent en direct les mercredis 20h. Sinon, Sébastien, ceux qui veulent nous écouter dans un format podcast plus traditionnel sont aussi appelés à le faire. Oui, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web Passion MLB. Donc, l'épisode va être placé dans les prochaines minutes. Et sur notre site web aussi, on a plusieurs articles par jour. On se colle à l'actualité. Puis l'actualité en ce moment, bien, c'est les rumeurs par rapport au marché des joueurs autonomes, marché des transactions. Il y a plusieurs tractations. Donc, on suit ça, on met ça sur le site web. Si vous voulez être à l'affût de l'actualité du baseball majeur, c'est là que ça se passe. Sébastien, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on se dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente semaine de baseball.